Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Manutan Collectivité. Manutan Collectivité qui n'est pas seul aujourd'hui, on est ravi d'accueillir pas mal de monde. Euh, donc voilà, on va essayer de vous présenter aujourd'hui un point de vue un peu particulier sur les aménagements urbains et un certain nombre de développements autour de tout ce que pourraient être ces aménagements dans les espaces de ville. Alors, pour m'accompagner dans cette présentation, j'ai Laurence Roure d'Ameublement Français qui va se présenter peut-être, ça sera plus simple. Laurence. Oui, bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire. Donc, Laurence Roure, je suis en charge à l'Ameublement Français de à la fois accompagner les marchés professionnels des fabricants de mobilier euh, qui sont nos adhérents. Nous avons à peu près 380 adhérents, et puis également de développer la RSE. Et je crois que j'ai quelques slides qui me sont dédiés pour préciser Voilà. ça. Voilà, mais en quelques mots, euh, récemment à l'ameublement français pour gérer ces deux casquettes. En tout cas, bienvenue Laurence et merci de nous accompagner dans cette présentation. Alors moi, je vais juste très rapidement présenter Manutan Collectivité. Juste vous préciser que nous sommes investis en tant que distributeur à valeur ajoutée sur différents marchés. Alors c'est le cas bien évidemment du marché des collectivités qui est en fait en lien direct avec la présentation d'aujourd'hui, mais on travaille également sur les marchés de l'éducation et les marchés du médico-social, encore une fois en lien avec les collectivités qui sont souvent, je dirais, à la base en tant que donneurs d'ordre, financeurs ou autres, et également les instances représentatives au niveau des ministères concernés. Alors l'idée, c'est que on essaye de développer un certain nombre de produits et de services, mais on le fait vraiment dans un état d'esprit qui permet de pousser un certain nombre de visions, d'éléments de projection pour que les collectivités puissent véritablement accomplir aussi les éléments de positionnement vis-à-vis des citoyens et d'un point de vue politique également. Et donc, vous retrouvez les mots d'ordre qui sont les nôtres, hein, aussi bien dans les nouvelles formes d'apprentissage que dans la protection des personnes ou, et c'est le sujet d'aujourd'hui, finalement, le bien vivre ensemble. Au global, nous sommes présents à travers un groupe Manutan qui lui est implanté dans 17 pays et cela représente aujourd'hui plus de 700 000 référencements, 2100 collaborateurs. Je vous laisse découvrir tout ça visuellement. Mais encore une fois, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Laurence, qui représente Ameublement Français. Et Laurence, est-ce que tu peux nous toucher quelques mots quand même, de manière plus précise, de l'ameublement français? Certainement, merci. Donc, l'ameublement français, c'est une organisation professionnelle. Nous avons environ 380 adhérents de toute taille, de la TPE jusqu'à l'ETI. Leur expertise, c'est la fabrication de meubles et d'aménagement d'espaces de vie. Notre rôle, il est pluriel puisque nous les accompagnons sur à la fois des sujets de prospective, de sujets d'enjeux de demain, des sujets d'ordre aussi développement à l'international, d'ordre juridique, enfin bref, tout un tas d'expertises pour vraiment accompagner, éclairer la route pour les entreprises et faire face aux enjeux qui sont devant nous. Voilà. Et comme je vous le disais, j'ai cette casquette RSE. Je pense que voilà, c'est raccord avec le sujet d'aujourd'hui sur cet aménagement d'espaces urbains. Euh, Nous, à l'ameublement français, on en fait un sujet clé. La RSE, on va essayer d'être aligné sur cette stratégie de décarbonation et de trajectoire carbone qui vont arriver, puisque 2030-2050, c'est les seuils qui sont annoncés et pour lesquels notre industrie souhaite être au rendez-vous. Et puis, c'est pouvoir aussi rendre compte
compte de notre contribution à la fois en matière d'attractivité, d'emploi et de dynamisme sur les territoires. Voilà, donc cette RSE, elle est très importante pour nous. Encore une fois, parce qu'on est persuadé que c'est une source d'attractivité et de compétitivité pour les entreprises et bien sûr pour les territoires, et que le sujet est vraiment raccord avec cette démarche RSE. Cet aménagement urbain doit être certainement étudié au regard de ces aspects RSE. Voilà. Très bien, Laurence. Alors, pour nous accompagner, nous avons la joie, hein, le plaisir d'accueillir deux intervenants. Je vais peut-être laisser chacun d'entre vous vous présenter. Bonjour Marc, bonjour Joël. Bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Joël, je te laisse. Ah, oui, très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis le directeur d'une société qui s'appelle Tôleries Forésiennes et qui est concepteur et fabricant de mobilier urbain. Une de nos spécificités, c'est le fait que nous travaillons beaucoup de projets sur mesure. Nous collaborons avec une soixantaine de designers français et européens sur des projets urbains, donc de tout type, l'assise, jardinière, fraîcheur, tous les sujets qu'on va pouvoir évoquer plus ou moins largement dans ce webinaire. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc Marc Aurel, designer, directeur artistique du studio Aurel Design Urbain. Et depuis 30 ans maintenant, nous travaillons sur restructuration d'espaces publics et conception et création de mobilier urbain. Très bien, merci. Merci à tous les deux et merci surtout de votre présence. Juste pour que nous soyons bien en phase, hein, toutes et tous, pour tous ceux qui nous écoutent, on compte sur vous pour réagir. N'hésitez pas à le faire, si possible, dans le chat, que va suivre avec forte attention Audrey Kleber qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Audrey et merci de ton aide. N'hésite pas, Audrey, à nous couper en cours d'intervention parce que c'est toujours un petit peu plus intéressant d'avoir quelquefois des réponses à chaud, sachant que, bien évidemment, en fin d'intervention, on se garde un temps pour regarder de manière plus précise vos questions suite à ce qui va être dit. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, nous avons en fait articulé la présentation autour de deux grands blocs, on va dire ça comme ça. Une partie qui va traiter, on va essayer de regarder ce qui se passe aujourd'hui en matière de transition de la vie urbaine, et puis une deuxième partie sur comment tout cela peut se faire. Je ne vais pas dévoiler tout de suite les éléments, mais on est confronté quand même à des modes on va dire, d'ouverture citoyenne qui sont maintenant de plus en plus nécessaires et qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour les différents responsables et les collectivités qui sont concernées. Avant de donner la parole à Marc, je vous propose de visualiser une petite vidéo qui vise tout simplement à expliquer ce que pourrait être un espace urbain partagé. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Bien. Fonctionner. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. On va résoudre ça autrement. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez le son il y a une petite musique de fond, on va dire, hein, sur cette présentation. On ne voit pas l'écran. Hein. On ne voit pas ton écran. Et vous ne voyez pas l'écran, pas mieux. Donc, c'est pas très bon si on ne voit rien du tout. Excusez-moi. On va essayer. Voilà. Là, je pense que vous voyez mon écran cette fois-ci. Oui, c'est bien le cas. Allez. Désolé.
Donc là, je pense qu'on n'avait pas davantage de son, mais c'était un petit peu prévu parce on a quelques soucis de transmission là-dessus. Alors, on a réalisé avec nos collègues designers en interne chez Manitou en collectivité cette petite vidéo virtuelle pour simuler ce qu'on a appelé, nous, un parc urbain. Alors, parc urbain, on a essayé d'y placer en fait un certain nombre de situations publiques, citoyennes. On arrive d'emblée sur un espace qui pourrait ressembler à un city-stade, sauf qu'il est un petit peu plus ouvert. Il y a des alcôves, on peut pratiquer d'autres types d'activités. Et donc, ce n'est pas uniquement le terrain de foot, le terrain de basket, ce n'est pas vraiment le sport qui est pratiqué. On va favoriser l'intergénérationnel, on va favoriser une certaine participation collective plus forte dans cet espace. Alors, pour vous sur la Moi, je ne t'entends pas très Ouais, bien. on t'entend pas très bien, Bertrand. Ouais, ton micro coupe un peu. on voit donc dans le parc les différents aménagements. On a notamment un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'activité physique, hein, mais ça c'est relativement courant, pratique. Et on dispose aujourd'hui d'espaces qui sont un peu plus ouverts à disposition des usagers, ombragés notamment. On leur parle d'espaces fraîcheurs hein, aujourd'hui qui sont très nécessaires compte tenu de l'évolution climatique. Et on voit bien que dans ces espaces, il est plus facile de disposer un certain nombre de mobilier, d'équipements qui favorisent des postures. C'est un des maîtres mots. On voit bien aujourd'hui qu'on a démocratisé un certain nombre de situations d'assises, d'échanges qui sont complètement différentes de celles qu'on connaissait par le passé. Un autre exemple, c'est celui du jardin partagé. Alors, il y a tout un tas de formules de jardin partagé, hein, depuis le côté coopératif jusqu'au jardin ouvrier. Il y a des aspects aussi de protection de la nature, hein, de biodiversité. On peut coupler d'ailleurs ces jardins, ces espaces avec les nécessités des politiques de protection de la nature, ce qu'on appelle notamment la trame verte et bleue. Et on peut disposer de cette manière-là d'un environnement complètement ouvert. Alors, voilà. Marc, qu'est-ce que aujourd'hui on peut dire en termes de transition, de transformation? Nous, on a poussé l'exercice un tout petit peu plus loin, mais on a quand même vécu une période que l'on va dire qu'on commence à quitter, qui est celle de la pandémie. Quel est votre regard aujourd'hui, Marc, sur cette juste avant de commencer là-dessus, une petite remarque sur la vidéo qu'on vient de voir. Je la trouve extrêmement intéressante parce qu'elle montre effectivement toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur vivre ensemble en extérieur, pratiquer l'espace public différemment. Mais vous avez montré un jardin, un espace semi-public, car un jardin, c'est un espace qui est fermé, qui est grillagé, qui est fermé, qui est clôturé. Et il est beaucoup plus simple d'intervenir sur un espace clôturé parce que c'est un espace surveillé. Un parc et jardin, on peut se permettre beaucoup plus de liberté que dans l'espace public. L'espace public, c'est un des espaces qui est le plus agressif. Quand on prévoit un aménagement ou un mobilier, et ça Joël Lemoine ne pourra pas me contredire là-dessus, bien au contraire à mon avis, il faut penser toutes les situations d'usage, même les plus bizarres en fait, parce que malheureusement le mobilier est en permanence dégradé. Donc mobilier et d'autant plus installation si on imagine des installations. Donc oui, le parc est intéressant, il est extrêmement intéressant, et toutes les nouvelles innovations qui se sont faites ces 30 dernières années ont été faites dans les parcs. Le parc André Citroën à Paris, le parc de la Tête d'Or à Lyon, ou encore le parc de la Villette dans les années 80. Tout le monde se souvient quand il est sorti, dans les années 80-90, c'était une révolution. Mais c'était parce qu'on est sur des espaces définis, contenus, maîtrisés, surveillés, alors que la ville est complètement différente. Donc la question se pose différemment. Voilà, juste cette petite remarque, Bertrand, si vous permettez. Voilà. Pas de problème, Marc. Donc là, on est à Paris, c'est ça, rue Saint-Marc? Là, on est à Paris, on est dans le 11e arrondissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pandémie a accéléré complètement notre relation à l'espace public. Elle nous a amené une nouvelle organisation de l'espace. Et ce qu'on a vu, c'est
l'espace qui était dédié au stationnement de voitures, souvent utilisé par des terrasses de café pour avoir cette distanciation physique entre les personnes, etc. Et d'un coup, la ville s'est complètement redessinée. La ville s'est redessinée également avec des espaces dédiés au vélo et de moins en moins à la voiture, même si c'était quelque chose qui était déjà enclenché ou engagé dans différentes villes comme Paris, Lyon ou Londres également. Il n'y a pas qu'en France où on se pose la question de réduire la voiture en ville. Ce thème du déplacement à vélo est un thème qu'on a vu se développer et qui a complètement transformé aujourd'hui, parce qu'il s'est pérennisé, a complètement transformé l'appropriation et la vision qu'on a de l'espace public. Donc on n'est plus dans un... Tout doucement, on évolue de l'espace public du 19e, vous voyez bien sur cette photo, hein, on est dans un boulevard parisien, c'est-à-dire qu'on est dans une structure parisienne 19e siècle, issue de Haussmann, alignement d'arbres, mobilier en alignement entre les arbres. Donc, en gros, on a un systématisme, un arbre, un banc, un arbre, un luminaire, un abribus, une poubelle, etc., etc. Aujourd'hui, on se dit que ça ne peut plus fonctionner comme ça, mais on est extrêmement contraint par la géométrie de ces rues. Et avec la pandémie, tout doucement, et cette réappropriation de l'espace public, on arrive à modifier les contraintes issues du 19e siècle pour entrer dans la ville du 21e siècle. Une ville où il y aura moins de voitures, une ville où le piéton sera prédominant, une ville où les trottoirs, du coup, vont devenir beaucoup plus grands. Donc la question va être, qu'est-ce qu'on va faire sur ces trottoirs? Parce que généralement, jusqu'à présent, les trottoirs étaient pour se déplacer. En gros, on cheminait et on s'arrêtait peu. On s'arrêtait dans des parcs et jardins, on s'arrêtait sur des places, mais pas sur des boulevards. Donc aujourd'hui, va se poser la question de la transformation de nos villes issues du 19e siècle, qu'on parle de Barcelone, qu'on parle de Londres. En gros, toutes nos villes européennes ont été modernisées et restructurées au 19e siècle, et on vit encore aujourd'hui dans ce dessin issu du 19e siècle qui a été pensé avec l'avènement de la voiture et qui s'est développé autour de la voiture depuis les années 50. C'est-à-dire qu'on a hérité depuis le 19e siècle d'un environnement, on va dire, automobile, un environnement technique dédié à l'automobile où le piéton était très peu le bienvenu. C'est-à-dire qu'on a mis de plus en plus de barrières, on a mis de plus en plus d'éléments de sécurité, les éclairages éclairaient bien les routes et peu les trottoirs, donc on a sécurisé pour éviter tout conflit entre voitures et piétons. Aujourd'hui, qu'on réduit considérablement la voiture, on se dit, ben, ok, comment redistribuer tout ça? Donc ce sujet est passionnant, extrêmement intéressant, comme vous pouvez l'imaginer, et le mobilier a un rôle essentiel à jouer, puisque le mobilier va redéfinir la ville, va redessiner la ville. Là, il y a un exemple intéressant aussi avec le coronavirus et les confinements successifs qu'on a eus. On ne peut plus s'asseoir de la même manière. Est-ce que le banc va toujours exister? Je ne suis pas sûr. Est-ce que demain, on va être sur des assises dissociées? Donc, il y a des configurations d'usage qui aussi vont évoluer. Et ce qui était intéressant avec la pandémie, parce que dans toute crise, il y a des choses intéressantes, c'est que ça a fait accélérer tout ça. C'est la synthèse, en gros, de cette analyse, c'est de dire, on a été contraint, on a fait avec, et aujourd'hui, on a du mal à revenir en arrière. Donc, la ville de Paris, par exemple, va supprimer plus d'un tiers de ses places de stationnement. Là où il y avait des bars et des terrasses de café, comme vous avez vu sur la première slide, il y aura autre chose. Les trottoirs vont s'agrandir, ils vont être plantés. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Quel type d'usage? Là, on voit sur les quais de Seine à Paris des jeux. Donc, on utilise les quais de Seine pour qui étaient des endroits circulés avec des voitures pour imaginer autre chose. Donc, on fait, on teste et on regarde comment ça fonctionne parce que c'est normal, on n'a pas la solution, comment dire, toute faite pour répondre à cette transformation. Et cette transformation qui est attendue, elle est essentielle parce qu'elle parle de quoi? Elle parle du vivre ensemble, elle parle de la qualité du vivre ensemble. Et aujourd'hui, quand on parle de mobilier, on ne peut pas uniquement parler d'objets. Ce sont pas le mobilier urbain, ce ne sont pas que des usages qu'on va mettre côte à côte, sinon ça ne marche pas. Hein. On va dire ben, il faut s'asseoir, donc je mets des bancs, après il faut une buvette, je mets une buvette, etc., etc. Non, il faut une cohérence d'ensemble, il faut une cohésion d'ensemble.
Et il faut avant tout connaître, comprendre l'espace public. Et connaître, c'est avant tout vivre avec. Connaître, c'est comment fonctionne l'espace public, qu'est-ce qu'on identifie sur cette ville. Et ça, c'est difficile d'arriver tout de suite avec des grandes théories et de se dire OK, je sais qu'est-ce qu'il faut faire sur cet espace. Moi-même, après 30 ans d'expérience dans l'espace public, chaque lieu d'intervention est extrêmement compliqué. Je passe énormément de temps avant de comprendre quelle transformation doit être opérée sur un secteur. Et seulement après, le mobilier est implanté. Là, C'est un point fondamental, Marc, hein, parce qu'on a quand même une situation qui est effectivement dans l'urbanisme qui s'est ancrée, mais on a aussi un comportement social qui a évolué à travers les outils numériques, qui amène aussi d'autres positionnements interpersonnels et d'autres attentes. On n'a plus dans la rue de la même façon pour se balader comme on le faisait effectivement au 19e siècle. Bien sûr. Et puis, il y a également la cherté des logements, la difficulté de se loger, les surfaces de plus en plus réduites. Donc, on a envie aussi que le devant chez soi devienne une extension de son intérieur. Ça, c'est un vrai sujet. Et la plupart des gens se sont rendus compte de ça en voyageant, parce qu'on a tous voyagé avec la démocratisation des transports, des voyages. On a vu que dans des pays nordiques comme à Copenhague, le devant chez soi a été utilisé. Et là, ce qu'on voit, c'est à Barcelone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en termes de méthodologie, se pose la question de comment intervenir sur ces espaces publics. Quel type de mobilier poser. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. C'est-à-dire qu'on propose des aménagements temporaires. Et là, cette photo est extrêmement intéressante à Barcelone parce qu'en fait, c'est une voie circulée. Vous voyez encore le trottoir. Vous voyez la voie de circulation. Et en fait, là, la voie est réduite à une seule voie de circulation au lieu de deux voies. Et on est dans Barcelone. Et avec des peintures au sol très, très simples, on se réapproprie l'espace public avec vous voyez, des plantations qui viennent de pépinières, hein, tout simplement, avec des bacs standards, un peu de mobilier, et on se réapproprie l'espace public de manière participative, en discutant aussi avec les gens. C'est-à-dire que on explique bien aux gens que c'est du provisoire, on leur dit, regardez, cette photo-là, c'est un grand carrefour où des centaines de voitures, des milliers de voitures passaient tous les jours. Aujourd'hui, ça devient une place. Donc, on organise ça, on fait des sondages avec les gens, on a des retours, etc. Et on voit comment ça fonctionne. S'il faut l'adapter, cet aménagement est adapté tous les 6 mois et transformé en fonction des demandes des habitants. En fait. Oui, parce qu'il y a en fait deux dimensions dans ce que vous décrivez. Il y a le côté finalement je teste et il y a le côté je suis capable de renouveler. C'est ça, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans le fait de renouveler, c'est que ça ne perturbe absolument pas les habitants. C'est-à-dire que les habitants ne vont pas se dire, oh là là, en bas de chez moi, je vais avoir en permanence des bancs, des gens qui vont faire la fête tous les soirs. Non, c'est un test. Si ça marche, ben OK. Si ça ne marche pas, on écoute les habitants, et on déplace le mobilier, on le met ailleurs, on l'organise différemment. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le quartier historique de Barcelone, qui est l'exemple, la maille orthogonale de Barcelone, issue aussi du 19e siècle. Et Barcelone, c'est la ville, ce qu'il faut savoir, la plus polluée d'Europe par la circulation automobile. Donc les habitants ont dit que ce n'est plus possible d'avoir autant de véhicules dans le centre-ville. Donc là, pareil, beaucoup de rues ont été transformées en rues semi-piétonnes, parce qu'il y a encore les livraisons, les secours ou une petite voie qui passe pour les voitures, mais une grande partie, là on a un grand carrefour, qui est un carrefour avec du stationnement et des voitures qui passent régulièrement. Voilà, c'est une place urbaine. Alors, on a cet exemple de nouveau sur Paris, hein, pas très loin du Panthéon. Alors, sur Paris, c'est autre chose. On n'est pas sur un urbanisme. Alors, on est sur un urbanisme tactique aussi, mais avec une autre approche. Sur Barcelone, c'est géré directement par la ville, la communauté urbaine, et la ville intervient avec du mobilier qu'elle achète auprès d'entreprises, etc., etc. Là, on est dans une autre logique, qui est dans une logique participative avec la population.
Donc la ville de Paris, il y a quelques années, sur la place de la Bastille et d'autres places comme celle du Panthéon, a ouvert une consultation auprès de la population en disant, ben, voilà, auprès de designers et d'architectes pour travailler avec la population sur l'occupation de cet espace près du Panthéon, qui était une aire de stationnement et circuler. Il y a une slide après, je crois, on voit également. Voilà. Et donc, il y a eu des ateliers participatifs qui ont été réalisés. La ville a mis à disposition du matériel, des outils, des accompagnants, c'est-à-dire qu'il y avait des menuisiers qui étaient sur place, etc. Et tout ce que vous voyez là, les meubles, ont été faits par un collectif qui a été retenu pour ce projet, accompagné des habitants. Sur la place de la Bastille, ça a été exactement la même chose. Donc ça, c'est une autre manière d'aborder l'occupation de l'espace public au XXIe siècle, comment se le réapproprier. Et c'est un travail participatif qui est extrêmement intéressant avec les habitants, mais, je mettrai un petit mais, c'est que ça doit rester vraiment sur de la courte durée et du provisoire. Parce que si cet aménagement, j'en ai vu trop des aménagements comme ça, qui sont devenus définitifs et qui se dégradent très très vite parce qu'ils n'ont pas été pensés pour exister dans la durée, en fait. Donc il faut l'utiliser vraiment comme un outil et pas comme un résultat définitif, quoi. Voilà. Ça permet de définir des usages, de voir ce dont on a besoin et de savoir comment répondre, en fait. Voilà, non, on a un autre exemple sur un test, hein, toujours, c'est ça, sur Lyon? Alors, sur Paris. Paris, c'est Paris. Oui, Paris. C'est une expérimentation in situ. Donc là, c'est encore une autre manière de questionner la ville et l'espace public. Donc là, c'est un projet qu'on a réalisé, nous, dans notre studio, le studio Aurel, avec un financement de l'Europe et de la RATP, et accompagné par la ville de Paris. Et en fait, il y avait une bourse européenne sur la question de comment attendre le bus du futur. Et la RATP a récupéré ce financement et on a travaillé sur un projet. Alors, vous voyez, un projet qui, au départ, devait durer 16 mois, mais qui est resté à la fin quasiment 3 ans parce que la mairie du 12e arrondissement ne voulait pas le démonter. En fait, tout l'intérêt de ce projet, c'est de se dire, vous avez carte blanche. Si Bertrand, on peut avoir juste une seconde l'image d'avant, juste, merci. Voilà. Avant, il y avait un abri standard qui devait faire 9 mètres carrés abrités, 9 à 10 mètres carrés. Après, on a 70 mètres carrés habités en dessous. Voilà. On peut s'abriter, pardon. Et c'est cohérent parce que c'est un abribus où chaque jour, il y a à peu près 6000 personnes qui attendent le bus sous cet abri puisqu'il relie la gare de Lyon à la gare Montparnasse. En fait. Donc, c'est un des abris les plus fréquentés de Paris. Je me interrompre. On a une question dans le chat par une participante, si je peux me permettre, Bertrand. Oui, Audrey, avec plaisir. Donc, la question est, est-ce que parfois vous allez jusqu'au chantier participatif? Quels sont vos relais dans ces lieux de vie? Et oui. Allez-y. Nous, on ne fait pas de chantier participatif, on n'est pas organisé pour. Mais on connaît des organismes qui gèrent ça très très bien. Mais nous, on ne le fait pas. Non. Et comment intégrer tous les enjeux de santé psychique, relationnels et environnementaux et vérifier, est-ce que vous vérifiez les impacts? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que toutes les expériences qui sont montrées ici, il y a ce qu'on appelle un retour d'expérience. Donc, il y a quelqu'un, souvent c'est la ville qui gère ça ou c'est un organisme privé, qui fait tout ce qui est retour d'expérience à travers une analyse quasiment quotidienne auprès des usagers et des habitants de l'impact qu'a sur eux ce mobilier en termes positifs ou négatifs. C'est ce qu'on a fait également sur l'abribus que vous voyez ici, puisqu'on est passé d'un petit abribus à un très grand espace. Et l'idée, c'était pas tant d'avoir un objet complètement décalé et nouveau, mais c'est d'avoir un espace, un nouvel espace dédié à l'usager du bus, non seulement, mais un nouvel espace public, parce qu'on y a associé plein de services. Et c'était l'idée principale. Donc là, par exemple, on a fait venir Alto Café. Vous voyez le monsieur qui est sur la droite, à côté de sa machine. Il était là tous les matins de 7h à 11h. Il vendait du café, des cappuccinos.
et les gens étaient ravis de trouver quelqu'un sous l'abri, de pouvoir discuter avec quelqu'un. Du coup, c'est créé pendant quelques mois des liens intimes avec les personnes qui étaient là tous les jours, qui discutaient, etc. Et le retour a été, on souhaiterait de nouveau qu'il y ait des personnes physiques dans les abris. La relation à l'autre est extrêmement importante. Et cette personne-là a amené de la sécurité, il a amené de la convivialité en dehors des cafés qu'ils pouvaient vendre. Donc c'était extrêmement important de comprendre que l'innovation ou la technologie, c'était tout simplement de remettre aussi une personne, en fait. Là, on a amené d'autres services, comme on a travaillé avec une association qui s'appelle Circule Livre, bibliothèque en libre service. Et puis, comme ce projet a quasiment 10 ans, c'était à gauche, vous voyez les écrans tactiles que la RATP venait de mettre au point à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est diffusé, mais à l'époque, c'était tout nouveau et on pouvait choisir son parcours, regarder les lignes, etc. Il y avait également les vélos, comme on connaît aujourd'hui dans Paris ou dans de nombreuses villes, les Lime où les vélos en libre service n'existaient pas, électriques n'existaient pas à l'époque, puisque ce projet a 10 ans, encore une fois. Mais il y avait une société avec laquelle on s'est associé pour installer dans l'abri des vélos assistance électrique en libre service. Donc en fait, on s'était rapproché de toutes les startups locales qui avaient plein de projets intéressants, qui nous semblait intéressant à mettre à disposition dans cet abri pour en faire non plus seulement un espace dédié au bus, mais un espace ouvert sur l'espace public et un espace pour tous, en fait. Alors Marc, on va peut-être laisser Joël Lemoine nous expliquer un petit peu plus. Alors Laurence, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps pour regarder ce qui se passe au niveau de l'équipement en tant que tel, du mobilier urbain? Là, on voit une personne qui est en train de recharger son portable, mais qui est assise sur un banc un peu particulier. Laurence? Non, mais je vais surtout laisser Joël, qui est l'expert et qui connaît bien ce produit-là, s'exprimer, puisqu'il a cette grande qualité de fabriquer ce mobilier urbain très design. Joël, vraiment, je t'en prie, vas-y, explique-nous. Donc, comme ça s'entend, le mobilier urbain, c'est tout ce qui peut être installé sur l'espace public. Et donc, ce à quoi on pense en premier, c'est bien sûr l'assise, mais l'assise peut prendre de multiples formes. Donc, on peut retrouver une chaise comme on a à l'écran. On peut retrouver des bancs qui peuvent être très classiques, bancs 2 places ou 3 places. Et puis ensuite, vous verrez quelques exemples également de bancs qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus design, mais qui ont surtout une finalité par rapport à la convivialité. Là, on ne va pas seulement rechercher l'assise, la fonctionnalité de l'assise, du repos, mais plutôt le fait de créer un espace agréable pour tous les publics dans l'espace public. Donc, on a cet aspect assise, on a l'aspect propreté qui est un sujet très important aujourd'hui dans les villes, on en parle régulièrement. Je vais recommander les images, mais je balaye quand même les différents mobiliers qu'on peut retrouver. Donc, ça va être les corbeilles et les cendriers, avec une problématique forte sur les corbeilles en ce moment, c'est le tri, le multiple tri, avec 2 bacs, 3 bacs, éventuellement 4 bacs suivant les endroits, suivant si on est dans un espace totalement public ou semi-public. Le cendrier, c'est un problème aussi très prenant aujourd'hui, avec le problème de la pollution de l'eau sur les mégots. Donc, c'est des problèmes très actuels. Après, on a la partie jardinière également, donc, qui est aussi un sujet extrêmement porteur en ce moment. L'ombrage, le végétal, le fait d'abaisser les températures dans les zones urbaines qui sont souvent très minérales. Voilà. Et puis, on a la signalétique, les aides à la circulation qui font également partie du mobilier urbain. Donc, on voit qu'il y a déjà un éventail de produits et de fonctions à remplir qui est assez large, sur lequel on ne fait pas forcément attention quand on est usager, mais qui sont des éléments extrêmement importants, à la fois pour les fonctions je dirais premières, mais aussi pour l'impact social et sociétal que ça peut avoir. Donc, si on revient, si vous voulez bien, sur le mobilier qu'on dessinait tout à l'heure, voilà. Donc là, on est sur des mobiliers qui sont plus ou moins élaborés. Celui-ci, en l'occurrence, est assez complexe. C'est un mobilier tout inox avec une assise céramique, donc un mobilier qui est quand même innovant dans la mesure où on a une assise en céramique qui est une des rares pièces qui doit exister sur le marché européen avec ce matériau. La spécificité de ce mobilier, c'est la grande résistance à l'abrasion, donc c'est un mobilier qui peut tenir dans la longévité et qui apporte quand même aussi sur l'aspect du toucher
et de l'esthétique, une valeur ajoutée très forte que même l'usager, n'importe quel usager va ressentir. Des fois, on se demande quelle est la valeur ajoutée d'un produit qui va être élaboré, designé, conçu pour un lieu spécifique par rapport à un mobilier standard. Mais c'est vrai que quand on fait des expériences multiples, celles que Marc a pu évoquer, hein, celles que nous auxquelles on participe, on voit que les résultats et les ressentis des usagers sont, voilà, c'est diamétralement opposé, hein. Il peut y avoir un engouement, un attachement, une envie partagée par l'ensemble du public. Et à côté de ça, uniquement un mobilier technique qui sera certes utilisé, mais qui ne suscitera pas, je dirais, la convivialité et l'enthousiasme qu'on pourrait espérer sur les projets ambitieux qu'on a aujourd'hui dans les villes, hein. Les projets que Marc citait, que ce soit Paris, Barcelone et même les villes de taille plus modeste en France. Pour moi, pour côtoyer beaucoup les élus, au-delà de l'aspect technique, ce qui est recherché, c'est vraiment de créer un climat de convivialité, d'ambiance chaleureuse, d'espace où tout le monde peut circuler de façon conviviale. Donc là, on a cet exemple-là, par exemple. Donc là, c'est un exemple qui est au Touquet. Donc on est sur une ville en bord de mer, donc on a choisi un produit totalement en inox, qui sera donc dans 50 ans, il sera encore là, hein. Mais il a la spécificité de pouvoir admirer le paysage sur une ligne. Les gens peuvent se regrouper, ils peuvent choisir une façon de s'asseoir qui est différente. On peut être adossé à un grand dossier, on peut être à califourchon au milieu, on peut être dans certains types de mobilier, on peut éventuellement avoir des assises qui sont opposées l'une à l'autre. Donc on peut éventuellement choisir la vue soit face au commerce ou soit face à la mer, par exemple. Donc on voit qu'il y a des approches et des solutions qui peuvent être proposées par le designer ou par le fabricant qui sont multiples et qui sont pratiquement infinies, je dirais. Et en cela, je rejoins tout à fait le discours de Marx, c'est que chaque lieu, chaque environnement, idéalement, nécessiterait d'avoir un mobilier qui lui soit propre, de façon à ce qu'il puisse donner le plein effet et le plein bénéfice à l'ensemble des usagers ainsi qu'aux élus. Donc là, on a un autre exemple un peu cocooning où en fait le dossier est très enveloppant avec un travail que Marc a fait là, sur l'occurrence sur la maille et puis encore une assise céramique. Là, ce mobilier-là est également intéressant. C'est un autre exemple que j'ai choisi de vous montrer. Dans la partie expérimentation, là en l'occurrence, on a proposé ce mobilier lors de la Biennale des designs de Saint-Étienne en 2019. Et donc, il a été retenu. Et en fait, c'est un mobilier qui est assez simple comme ça, puisque c'est un empilement de dés à coudre, hein. Donc, c'est un mobilier, je dirais, très minimaliste, en fait, on va dire, comme forme. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au-delà de la lecture de la fonctionnalité de l'assise, il y a une appropriation du public, sur ce mobilier. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que les personnes d'un certain âge, des retraités, s'installent sur le premier niveau. Les adolescents s'installent, moi je l'ai constaté, sur le deuxième niveau, et les enfants de 3, 4, 5 ans s'installent sur le dernier niveau. Donc on a, par exemple, un endroit de convivialité pour une famille, un espace d'échange entre des gens, multiples genres, puisque les enfants ont moins de barrières que les adultes. Donc il est rond, donc on a quand même aussi une proximité tout en étant dans son propre environnement. Donc on voit que sur un mobilier qui est malgré tout relativement simple, on amène sur l'aspect social une plus-value, un questionnement et une réflexion qui est vraiment intéressante. Voilà, il y a, si je ne me trompe, Joël, également des possibilités de connexion, hein, sur ce mobilier-là. Tout à fait, ça fait partie des choses qu'on a travaillées, qui nous ont été demandées. Donc, on a intégré des panneaux solaires pour être indépendant du réseau, des prises de rechargement de téléphone, de tablettes. On travaille aussi maintenant sur l'aspect jeu, des tables d'échecs, beaucoup l'aspect pique-nique aussi, hein, qui est
je dirais traditionnellement, le pique-nique était plutôt dans les parcs, puisque c'était les endroits où les gens allaient se restaurer. Mais le pique-nique, maintenant, va pouvoir aussi s'introduire dans d'autres espaces plus urbains. C'est aussi demandé. Et puis, un autre aspect, bien sûr, qui est très demandé aujourd'hui, c'est le fait que les mobiliers soient inclusifs, donc ils soient compatibles avec les personnes à mobilité réduite, que ce soit en fauteuil, que ce soit sur l'aspect du contraste pour les gens qui sont malvoyants. Donc il y a tout un tas je dirais de préconisations à prendre en compte dans la conception et la mise en place de ceci. Mais c'est vrai que l'aspect fonctionnalité que tu viens de citer, Bertrand, là par exemple, quand je suis sur un projet, on introduit du son, on introduit alors de l'ombrage bien sûr, avec de l'ombrage qui peut être, comme tu l'as présenté, de la toile, mais un ombrage qui peut être métallique, qui peut être végétal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu aussi le fait de pouvoir se connecter éventuellement via le mobilier. Voilà, et je pense que c'est pas fini. On va continuer d'introduire de plus en plus de services dans ces mobiliers, dans les prochaines expérimentations et dans les projets concrets qui vont se mettre en place dans les prochains mois, les prochaines années. C'est ce qu'on évoquait tous ensemble, Marc également, en citant finalement une approche qui est d'ailleurs assez forte hein, en France. Je crois qu'on peut quand même se féliciter que l'ensemble des entreprises françaises soient vraiment leaders sur cette relation entre les usages, les postures et puis un certain nombre de nouveaux besoins ou en tout cas de nouveaux comportements urbains. Marc, tu disais, on avait besoin beaucoup plus finalement d'avoir une dimension de petite série et d'approche spécifique, personnalisée. Oui, parce qu'on se rend compte en fait, à juste titre, que le mobilier urbain n'est pas encore une fois qu'un service proposé, c'est bien plus que ça. Le mobilier est à notre échelle dans un environnement qui des fois peut nous dépasser par sa taille. Donc le mobilier fait bien l'interface entre nous et notre environnement. Et donc le mobilier, la demande aujourd'hui, c'est d'avoir un mobilier de plus en plus sophistiqué. Alors sophistiqué, pas dans le sens compliqué, coûteux, etc., mais un mobilier qui soit extrêmement bien dessiné par rapport à là où il est implanté, un mobilier cohérent avec les besoins, et un mobilier qui va parler aussi à travers sa matérialité. Quels matériaux vont être mis en jeu, etc. Et qu'on soit sur cette photo à Saint-Étienne ou qu'on soit à Paris ou à Lyon comme une photo précédente, est-ce qu'on a la même lumière? Est-ce qu'on a le même environnement? Est-ce qu'on a les mêmes populations en fonction des quartiers? Certainement pas. Et aujourd'hui, avec la mondialisation qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, qu'on aille au nord, au sud de l'Europe, les rues commerciales, les centres urbains se ressemblent énormément. Donc aujourd'hui, on se dit non, moi je ne veux pas que mon centre urbain ou que devant chez moi ressemble à ce qui se passe à Lyon si j'habite Paris ou ce qui se passe à Saint-Étienne si j'habite Marseille. Donc on veut quelque chose qui soit plus proche de nous. Et donc se pose vraiment la question de la série et de se dire est-ce que des industriels associés aux designers, et moi je pense que c'est tout à fait jouable, et Joël en est l'exemple puisqu'il travaille sur des moyennes et petites séries, on peut travailler ensemble sur des petites moyennes séries, être rentable pour une entreprise, sans se dire ben, je fais un banc et si j'en sors 10 000 c'est bien, plutôt que d'en sortir 50 quoi. Ce qui rejoint d'ailleurs le propos de Laurence hein, sur l'aspect RSE, ce circuit court local, en tout cas au minimum français, hein, Oui. et effectivement avec des connotations de préoccupations sociales beaucoup plus marquées. J'avais une Vas-y, question Laurence. justement Oui, pour oui. rebondir sur ce que vient de dire Marc. Est-ce que vous sentez, Marc, au travers de la volonté des collectivités et des villes justement au travers de ces petites séries de tirer sur une ficelle d'attractivité, de personnalisation, de reconnaissance d'un territoire par rapport à son mobilier urbain? Est-ce qu'il y a une volonté d'être marqué par ce mobilier urbain? Oui, de plus en plus. De plus en plus, et pas uniquement comme à une époque en disant je choisis une couleur, je mets tout en bleu pour ma ville ou tout en jaune, ce qui se faisait il y a 30 ans.
Non, en se disant, voilà ma rue principale. En ce moment, on est en train de travailler sur la ville de Hyères. Et une des rues commerçantes, le maire nous a dit, c'est la rue principale, je veux qu'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, mais la rue est très étroite, c'est compliqué, etc. Il faut que le mobilier urbain soit différent et qu'il apporte quelque chose. Et donc, on a travaillé avec lui sur une création spécifique d'un mobilier qui permette d'accueillir des plantations, qui fasse de l'ombrage, où on puisse s'asseoir, etc., etc., etc. En fait. Très bien. Alors, on arrive malheureusement au terme parce que c'est un sujet qui mériterait… C'est trop court. Voilà, c'est beaucoup trop court pour évoquer tout ce qui nous engage. Et puis, je sens qu'on a vraiment les bons intervenants pour développer tout ça. Est-ce qu'Audrey, nous avons des questions-réactions sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques? Donc, on avait une deuxième partie de questions qui est ne pourrait-il pas y avoir une professionnalisation des habitants pour bien veiller sur les lieux et les habitants et solliciter eux-mêmes directement les réaménagements, modifications? Comment on implique les habitants d'une ville? Ça marche. Aujourd'hui, ça marche à travers les associations et ça marche plutôt bien. Dans le 11e arrondissement de Paris, où on a également une agence, toute la rue où on a nos bureaux va devenir plantée, les voitures disparaissent, etc. Et c'est tout un travail sur le quartier qui a été fait avec les associations. Donc oui, un des outils, c'est les associations de quartier. C'est génial, parce que les politiques les écoutent en plus. Joël, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? J'ai un autre exemple sur ce fonctionnement participatif où il y a quelques communes qui lancent des appels à projets et qui font voter ensuite les citoyens, enfin les habitants, pour sélectionner un ou plusieurs projets qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre. Alors plutôt sur de l'expérimentation, mais ça fait aussi partie des choses qui existent. Après, en termes de méthodologie, il faut juste faire attention que chacun reste à sa place. C'est-à-dire qu'il y a celui qui après gérera, ou ceux qui vont gérer la réalisation et l'installation, donc le designer et l'industriel. Il y a les donneurs d'ordre politiques, et bien sûr il y a les habitants, mais chacun dans un secteur défini. Ce n'est pas les habitants qui vont se mettre à dessiner du mobilier. Ou alors c'est quelque chose de très particulier. Parce que, comment dire, à travers les expérimentations qui ont pu avoir lieu, des expérimentations participatives, nous montrent que beaucoup de projets ont été faits avec des palettes, avec des bouts de bois, et ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut sortir d'une vision très technique de la ville, il faut lui amener de la qualité à la ville, et que le mobilier devienne un mobilier quelque chose de qualitatif. Donc les compétences de chacun sont extrêmement importantes, les compétences de l'industriel, de l'habitant, de l'élu, et du sachant, à la fin de la chaîne, je dirais, qui est le designer qui, à un moment donné, va mettre en orchestre tout ça. Audrey, est-ce que nous avons une dernière question? Je suis désolé de devoir arbitrer le temps. Autre question. Pour pouvoir réaliser ces petites séries qui s'adaptent ou se créent à un coût qui reste modique, quels sont les verrous à lever ou ce qui vous faciliterait la tâche? Joël, peut-être industriel, là-dedans, Alors, les verrous à lever, comme le disait Marc, en fait, chacun a son domaine de compétences et c'est vrai que pour un service d'une ville, le fait d'établir un cahier des charges pour un designer, c'est pas forcément évident. Donc, c'est surtout le fait de créer l'équipe qui va être déterminant, quoi. Il faut souvent le modèle qui fonctionne le mieux. Nous, ce qu'on voit, c'est que la collectivité ou la ville va lancer un appel à projet, les designers vont répondre. Il y a un projet qui va être sélectionné et puis ensuite ce projet va être présenté sous différentes consultations à des industriels qui eux-mêmes vont répondre pour que ça se concrétise. Dès lors qu'on s'écarte de ce fonctionnement, c'est vrai que c'est souvent difficile à porter. Chacun n'a pas
n'a pas l'ensemble des compétences pour pouvoir réaliser soit les cahiers des charges, soit carrément faire la conception, telle que Marc l'a expliqué. Donc, c'est ça un peu la difficulté. Après, là où je peux rassurer, mine de rien, c'est à la fois pour ce que disait Bertrand, c'est que sur le territoire français, on a la chance de compter de nombreuses sociétés comme la mienne qui sont en capacité de concrétiser des projets tels que ceux-ci. Et d'autre part, que sur l'aspect économique, on arrive à tenir un budget qui soit, je dirais, relativement proche d'un modèle de série. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que parce qu'on va faire un traitement sur mesure bien étudié, qu'on va exploser les compteurs en termes de budget. Donc ça, c'est quand même aussi un élément des fois qui est important de rappeler, parce qu'on pourrait dire, voilà, on va tripler, quadrupler le budget, et évidemment, ça ne sera pas compatible à la fin. Mais c'est pas que, Joël, si tu permets, c'est pas qu'une question de coût, c'est une question aussi de gestion et d'entretien dans le temps. C'est-à-dire qu'une entreprise comme la tienne, qui existe depuis de nombreuses années, qui est économiquement structurée et solide, si tu fais un objet, même si tu en fais 20 pour une commune, la commune sait que si l'objet se dégrade X années après, l'entreprise est toujours là. Ton entreprise sera toujours là. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante. Mais une autre réponse complémentaire à la question posée, c'est que tout peut changer et évoluer, mais ça dépend des politiques, ça dépend des élus. Tout passe par eux, en fait. C'est eux les décisionnaires de cette transformation. Ce sont eux les porteurs de cette transformation. Et nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de les accompagner pour être plus efficaces. Ce rôle de chef d'orchestre que j'évoquais tout à l'heure est essentiel. Et donc, on fait de plus en plus d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec notre bureau pour accompagner les municipalités quand elles se posent la question de réaménagement des espaces publics et du mobilier urbain. Donc, de plus en plus, on fait un pas en retrait, en arrière, on ne dessine plus, mais on guide les élus dans leurs envies de restructurer la ville en leur disant comment faire, on les accompagne en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas suffisamment et les élus ne font pas suffisamment appel à des experts comme on peut être. Il y en a beaucoup comme nous hein, qui font ce genre de choses aussi, pour les aider à concrétiser des idées qu'ils ont en tête. Très bien. Alors, je suis vraiment navré de devoir écourter les échanges. Je vais peut-être demander à Laurence un petit mot de conclusion. Ouais, merci. Non, mais je trouve passionnant cette approche de travail collectif, de réflexion collective sur ces nouveaux usages. J'ai beaucoup aimé cette notion aussi de test que vous approchez, vous proposez, parce que je trouve que c'est important effectivement de pouvoir aussi observer les usages. C'est le travail que vous menez. Et encore une fois, tout ce travail au niveau de l'aménagement urbain est clé, notamment encore une fois sur les aspects de RSE, pour cette notion de qualité de vie, de bien-être des habitants. Et tout le travail que vous faites participe pleinement à ces données-là. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci Laurence, merci Marc et merci Joël. J'espère que toutes les personnes qui nous suivent ont pu, j'allais dire, apprendre un certain nombre de choses et puis se projeter finalement dans différentes dimensions projets. Sachez-le, sur le site Manettang Collectivité, vous retrouverez un certain nombre d'éléments constituant finalement les bases de la thématique que l'on vous a présentée aujourd'hui. Vous aurez également la possibilité d'inscrire des demandes de projets sur lesquels un suivi particulier sera apporté en lien avec les entreprises françaises, notamment Tôleries Forésiennes, que représente Joël, et l'expertise que porte Marc au niveau de la partie études. Ce webinaire donc, se termine. Il est disponible et vous sera renvoyé en replay sur la chaîne YouTube Manettang Collectivité. Il me reste personnellement à remercier Audrey, Laurine, qui ont également contribué à la préparation de ce webinaire, Anne-Gaëlle à l'ameublement français également, à laquelle je pense. Merci encore une fois à toutes et à tous, en espérant vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire sur de nouvelles thématiques. Prochainement, en tout cas sur l'aménagement extérieur, nous traiterons des cours de récréation. Voilà. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci également. Merci. Au revoir. Merci, au Merci revoir. à tous. Merci à Au revoir. tous.